Aujourd'hui, on va décortiquer l'un des mystères les plus fascinants et honnêtement les plus tragiques de l'économie mondiale. Imaginons un instant un pays littéralement assis sur des montagnes d'or, de pétrole, de diamants ou de cuivre. Des ressources incroyables que la planète entière s'arrache. En théorie, ce pays devrait être un vrai paradis sur Terre, avec des salaires mirobolants, des routes parfaites, des hôpitaux ultramodernes. Le rêve quoi. Et pourtant, la réalité est bien différente. Dans beaucoup de ces territoires gâtés par la nature, une énorme partie de la population vit encore dans une pauvreté extrême. C'est un paradoxe gigantesque qui semble à première vue complètement absurde. Du coup, la question qui s'impose naturellement, c'est comment est-ce qu'un pays aussi riche peut, rester pauvre? C'est quand même un comble de voir des nations capables de sortir des milliards de dollars de leur sol chaque année, pendant que leurs habitants luttent au quotidien avec des infrastructures en ruine. C'est un contraste tellement énorme qu'il défie toute logique. Alors plongeons là-dedans pour comprendre ce qui cloche. Pour bien cerner le problème, faisons une petite comparaison purement analytique. D'un côté, on a des pays comme le Venezuela ou la République démocratique du Congo. Ils ont des sous-sols qui débordent de richesses, mais ils traversent d'immenses crises économiques et sociales. De l'autre côté, regardons le Japon, la Corée du Sud ou Singapour. Ce qui est dingue avec ces pays, c'est qu'ils n'ont quasiment rien sous leurs pieds. Singapour doit même importer son eau potable, pour vous donner une idée de la situation. Zéro pétrole, zéro mine d'or, et pourtant ce sont aujourd'hui des puissances économiques mondiales absolument redoutables. Ce qui nous amène directement au cœur de notre sujet, le paradoxe de l'abondance, ou pourquoi accumuler des milliards en ressources naturelles ne se transforme pas automatiquement en richesse. En fait, c'est ce que les chercheurs appellent la malédiction des ressources. C'est un phénomène totalement contre-intuitif. L'idée, c'est que le fait de posséder une richesse naturelle immense peut, paradoxalement, freiner ou même paralyser le développement d'un pays. C'est un truc qui fascine les économistes depuis des décennies, parce que ça prouve qu'une montagne d'argent qui tombe du ciel sans qu'on y soit préparé, ça peut vite devenir un piège redoutable. Et le premier mécanisme de ce piège, c'est le piège monétaire. Voyons comment l'argent facile change complètement les règles du jeu. Imaginons une économie saine et diversifiée comme un grand arbre robuste, avec plein de racines, la tech, l'industrie, l'agriculture, les services. Si un secteur traverse une crive, les autres racines gardent l'arbre debout. De l'autre côté, l'économie dépendante des ressources, c'est plutôt comme une tour immense en équilibre sur un seul pilier géant, disons le pétrole. Tant que le prix du baril est haut, la tour s'élève. Mais au moindre crash sur le marché mondial, c'est toute la nation qui vacille. Elle est littéralement à la merci d'un seul produit. Et ça illustre parfaitement un concept économique ravageur qu'on appelle la maladie hollandaise. C'est un effet domino en 4 étapes. Étape 1, on exporte massivement nos ressources. Étape 2, tout cet argent étranger qui rentre fait exploser la valeur de la monnaie nationale. Mais c'est là que le bât blesse. À l'étape 3, à cause de cette monnaie hyper forte, les usines locales classiques deviennent beaucoup trop chères pour exporter. Leur coût crève le plafond. Et l'étape finale, silencieuse mais fatale, c'est que toutes ces autres industries finissent par faire faillite. Sans même s'en rendre compte, le pays étouffe sa propre économie. Ensuite, on a un deuxième effet, beaucoup plus politique cette fois. La lutte pour le pouvoir. Que se passe-t-il quand une richesse immense attire toutes les convoitises? C'est super intéressant d'observer cette dynamique. Dans un État classique, financé par les citoyens, le gouvernement dépend des impôts pour exister. Ça crée un contrat. L'État construit des routes et des écoles, et en échange, les citoyens payent, mais ils exigent des comptes. Maintenant, prenons un État financé par ses ressources. Là, le gouvernement tire son argent directement du sol. Il n'a presque plus besoin de taxer sa population. Et le problème, c'est que quand un État n'a plus vitalement besoin de ses citoyens pour se financer, sa motivation à être transparent ou à développer les services publics peut chuter brutalement. Et c'est exactement ça qui déclenche les pires symptômes d'une richesse trop concentrée. Le pouvoir devient hyper centralisé, parce que contrôler l'État, c'est contrôler le seul gros robinet à cash du pays. Forcément, le risque de corruption explose. Et pire encore, ces ressources, comme l'or ou les diamants qui s'exportent si facilement, deviennent souvent le carburant de groupes armés qui se battent pour le contrôle des mines. On se retrouve avec une richesse astronomique sur le papier, mais une vraie instabilité sur le terrain. Face à ce constat un peu sombre, on en vient à une question essentielle. C'est quoi, au fond, la véritable source de richesse? Qu'est-ce qui rend un pays véritablement puissant? Faisons une petite expérience de pensée avec 2 villages. Le premier découvre une mine d'or énorme. C'est l'euphorie, l'argent coule à flot, mais c'est temporaire. La mine finira par se vider. Le deuxième village, lui, n'a rien sous la terre, 0 ressources. Mais il investit absolument tout dans ses écoles, la formation de ses ingénieurs et ses entrepreneurs. Bilan des courses, quelques années plus tard, le premier village décline avec sa mine. Le second, par contre, a créé des usines, de la technologie, des services.
Sa puissance est devenue adaptable et surtout durable. Tout ça nous amène à comprendre le véritable rôle des matières premières, l'effet amplificateur des ressources. Elles sont un amplificateur, pas une garantie. Il y a une exception absolument fascinante à cette fameuse malédiction, et c'est la Norvège. C'est la preuve ultime qu'une bonne stratégie change tout. Quand la Norvège a trouvé des gisements de pétrole massifs, le pays avait déjà des institutions démocratiques super solides. Au lieu de flamber tout cet argent facile, ils ont été visionnaires. Ils ont tout placé dans un fonds souverain géant qui pèse aujourd'hui plus de 1000 milliards de dollars. Ils ont littéralement pris du pétrole, un truc périssable, pour le transformer en sécurité financière éternelle pour leurs enfants. Comme quoi, la malédiction peut être brisée. Si on doit retenir une seule chose de toute cette exploration, c'est vraiment ça. La véritable richesse d'un pays, ce n'est pas ce qu'il extrait de son sol, c'est ce qu'il construit. Le prix d'un baril de pétrole peut s'effondrer du jour au lendemain, mais l'intelligence humaine, le savoir-faire, les institutions stables et la capacité à innover, ça, ce sont des forces qui ne font que grandir. C'est vraiment la victoire du cerveau sur la géologie. Et pour terminer, ça soulève une question presque philosophique à garder en tête. Quand on regarde l'économie d'aujourd'hui, est-ce que nos sociétés n'accordent pas un peu trop de valeur à ce qui dort bêtement sous la terre, plutôt qu'à tout ce qui pourrait être créé par l'esprit humain? Ça remet pas mal de choses en perspective, non? La prospérité ne se cache pas toujours là où on creuse. Gardons ça à l'esprit et rappelons-nous que la vraie force d'une nation, c'est sa capacité à apprendre et à innover.